Bonjour à tous, je suis Thibaut Eranknes, interne de médecine générale à Paris, chargé de mission communication web, et j'ai l'honneur de vous présenter cette année le prix Alexandre Varnet. Alexandre Varnet était un interne de médecine générale, investi dans la défense des internes et de la filière médecine générale, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Il a tragiquement disparu lors d'un accident de voiture au retour d'une réunion. Depuis 12 ans, ce prix vise à lui rendre hommage, en récompensant des travaux qui valorisent la médecine générale. Ces travaux peuvent être sous forme de thèse, mais aussi sous forme de blog, de vidéos ou de livres. Parmi les travaux reçus cette année à l'appel de candidature au prix, nous en avons sélectionné 5 qui vont vous être présentés aujourd'hui. Le vainqueur sera désigné par les membres du jury, dont je vous détaillerai la composition dans la suite. Il recevra un trophée ainsi qu'une prime de 1 000 €. Le résultat de la délibération sera connu ce soir, lors du gala avec la remise de prix. Le jury est composé de 3 personnes, qui sont un administrateur de l'ISTAR IMG, Charlie Vissoc, un membre d'honneur choisi par le bureau de l'ISNAR IMG, le professeur Pierre-Louis Druet, président du Collège national de médecine générale. Et enfin, de moi-même. Je vais maintenant laisser chaque membre de jury se présenter. Charlie, tu as la parole. Alors, merci Thibaut. Vous l'aurez compris, je suis Charlie. Je suis membre d'Aravis et administrateur de l'ISNAR IMG et surtout interne de médecine générale à Grenoble. On ne vous a pas ramené la neige, mais elle est bien présente de par chez nous, alors on vous invite à venir en profiter le mois prochain. Me voici donc devant vous, propulsé membre du prix du jury Alexandre Varnet, je vais y arriver à le dire. Rien que ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois déclarer un lien d'intérêt, puisqu'il y en a un, avec le docteur Jean-Baptiste Kern, qui a été représentant élu UFR au cours de mon mandat de président à Aravis l'an passé. Alors comment je me suis retrouvé là, au lieu de tenter d'essayer de débuter ma thèse? Eh bien la réponse paraît simple, j'en sais rien. J'ai dû voir de la lumière et rentrer un truc dans le genre. Mais cependant, de ce geste probablement un peu désintéressé, l'expérience que j'en tire en vaut le détour et je suis ravi d'y participer. J'ai pu lire beaucoup de sujets, d'excellents sujets même, tous travaillés et bien innovants. Je voudrais féliciter les internes donc, qui ont participé à nous régaler de leurs projets et de leurs travaux de grande qualité, laissant entrevoir la diversité du champ de la médecine générale et de sa richesse de situation. Laissant percevoir l'image d'un médecin généraliste résolument impliqué dans une société toujours plus complexe et toujours plus rapide, en perpétuel changement. N'hésitez pas donc l'an prochain à nous faire rêver, à nous envoyer vos projets, à laisser parler votre créativité, votre humanisme et votre volonté de modifier et améliorer nos pratiques. Impliquez-nous, impliquons les patients avec nous. Avant de passer la parole au professeur Pierre-Louis Druet pour un deuxième avis, je terminerai donc par remercier le bureau de l'ISNAR IMG et de leur dévouement qui nous permettent à tous ici présents de nous réunir en tant qu'internes de médecine générale sous le signe de l'échange et du partage. Et surtout, un grand merci à l'équipe de Strasbourg pour la neige et de votre chaleureux accueil qui l'a fait fondre. Merci. Merci Charlie. Notre membre d'honneur, professeur Pierre-Louis Druet, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je me présente. Je suis donc Pierre-Louis Druet, je suis médecin généraliste toujours en exercice et je suis professeur de médecine générale à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ici, je suis au titre de président du Collège de la médecine générale. Rapidement, le collège, c'est la réunification qui s'est faite il y a maintenant un peu plus de 4 ans de l'ensemble des syndicats représentatifs de la profession, des généralistes,
de l'ensemble des sociétés scientifiques qui ont, depuis plus de près de 30 ans maintenant, pour certaines, contribué à faire naître et émerger la recherche en médecine générale, et des sociétés académiques, et particulièrement donc le CNGE et ses représentations syndicales au sein donc de l'université. Donc le rôle du collège, c'est surtout de fédérer ces structures qui travaillent donc ensemble pour développer un certain nombre d'outils, d'actions, mais c'est surtout une structure qui a une fonction politique, puisque représentant la discipline à la fois dans son champ scientifique et aussi dans son champ exercice. Alors pourquoi je suis là? Je suppose c'est parce que je suis vieux et prof. Vieux, je l'assume, prof, je l'assume, donc tout va bien. Professeur de médecine générale avec la notion que lire une thèse, analyser un travail de thèse en médecine générale, c'est à la fois aller à la découverte et c'est souvent du plaisir. C'est parfois un pensum, parce que dans notre jargon, il y a parfois des mots compliqués et il y a parfois aussi le côté difficile de la lecture quand les phrases sont longues, quand l'écrit n'a pas été affiné. Et pour moi, c'est important qu'une thèse donne le plaisir d'être lue et relue. En plus, j'en ai l'habitude parce que, ayant été pendant plusieurs années le seul et l'unique titulaire dans ma fac, j'ai un peu l'expérience de la lecture de thèse puisque je suis sur une moyenne de 80 à 100 thèses passées dans la fac sur l'année. Donc, vous voyez, ça donne un peu... Il y a le plaisir de les lire et il y a le plaisir de la présentation orale. Et on va voir que la présentation orale est pour moi presque la moitié du travail. C'est la manière de mettre en vitrine, de valoriser le travail et de lui donner encore plus de puissance. Ensuite, c'est quand même le premier travail de recherche fait par un médecin ou un futur médecin. C'est souvent le premier, pas toujours. Et j'espère même que ce ne sera pas le dernier, puisque on a vu que très récemment, la loi maintenant met en place l'année recherche pour les internes. Ne vous réjouissez pas trop, le combat est dur pour arracher un poste année recherche. Le ministère n'a pas l'intention, malgré les demandes réitérées, et on l'a répété avec Vincent Renard, le président du CNGE, il y a quelques jours, qu'on voulait une sanctuarisation d'environ 10% des postes d'année recherche pendant quelques années pour les futurs généralistes. Ils ne veulent pas l'entendre. Même droit, même devoir, on l'a tellement répété qu'aujourd'hui, ils nous retournent l'argument. Donc il va falloir que vous soyez excellent, bon, ce qui est déjà le cas, mais encore meilleur pour pouvoir obtenir un poste année recherche. Et l'enjeu est évidemment important pour la discipline, parce que ça peut conduire non seulement à des travaux de thèse, mais à plusieurs travaux de thèse. Et puis dernier point, le travail de thèse n'a pas de sens, même s'il est bien présenté ici sur l'estrade, s'il ne fait pas l'objet d'une publication. Un travail sans publication, c'est quelque chose qui fait que c'est à peu près du niveau de l'article d'un journaliste dans un journal quotidien. Et vous savez qu'il y a un grand journaliste qui a dit un jour à ses journalistes à François il y a une 50aine d'années, n'oubliez jamais que ce que vous écrivez dans le journal, ça sert à emballer le poisson. Donc publier vos travaux, c'est la seule manière de les faire vivre. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir l'ensemble des thèses et à les lire. Bien évidemment, il y avait une présélection, puisque je pense qu'il y avait beaucoup plus de candidats que les 8 qui ont été donc lus. 5 ont été sélectionnés sur une première donc, approche. Et puis tout à l'heure, nous allons nous réunir pour le lauréat. Mais les lauréats, ce sont déjà ceux qui aujourd'hui vont présenter leur travail. Et je vous propose, dans ces minutes de présentation, de ne faire qu'une seule chose, vous faire plaisir. Merci, professeur Pierre-Louis Vouet.
Parmi les candidatures reçues, voici celles qui ont été retenues. Anne-Laure Desfoins, Louise De Villers, Louise Junion-Formentin, Jean-Baptiste Kern, Marie-Alice Lauvergnat. Je laisse la parole à Chloé Perdry, ancienne membre de l'ISNAR IMG, qui va nous présenter la thèse d'Anne-Laure Desfoins, car elle ne peut malheureusement pas être présente, avec sa thèse « Que pensent les lycéens des préservatifs ?» Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Perdry, je suis médecin généraliste remplaçante à Paris et j'ai l'honneur de vous présenter le travail du docteur Anne-Laure Desfoins, remplaçante à proximité de Laval, qui s'excuse de ne pas avoir pu venir. Sa thèse s'intitule « Que pensent les lycéens des préservatifs ?» et elle a été soutenue publiquement en mars 2015. Donc pour commencer, depuis le XXIe siècle, il y a une recrudescence des infections sexuellement transmissibles, dont principalement les chlamydioses et gonococcie pour la tranche d'âge de 15 à 30 ans. Donc des comportements protecteurs sont nécessaires dès l'entrée dans la vie sexuelle active et le préservatif est un des principaux moyens qui permet de se prémunir de ces infections. Les professionnels de santé ont une place dans la transmission de l'information donc l'objectif principal de l'étude d'Anne-Laure était de repérer ce que pensent les lycéens de ce moyen de protection. L'objectif secondaire était de déterminer la place du médecin généraliste pour répondre à leurs questions. Au niveau de la méthode, donc pour ceux qui débutent dans la recherche, il y a deux types de méthodes, les études qualitatives et quantitatives. On a choisi elle a choisi une étude qualitative pour mettre en évidence des perceptions et des expériences des lycéens pour le coup. Elle a obtenu l'accord du comité d'éthique préalablement et des focus group ont été réalisés dans 3 lycées. Un focus group dans chaque lycée. Les groupes étaient mixtes et composés de 8 lycéens. L'analyse des résultats a été effectuée selon un double codage, c'est-à-dire que dans les analyses qualitatives, on code les discours en plusieurs catégories et en fait, c'est 2 personnes différentes qui ont fait ces codages. Des biais sont à prendre en compte, notamment les lycées étaient publics, la participation des lycéens a été orientée par une infirmière scolaire et un prof de SVT. Le nombre de focus group a été arrêté à 3 compte tenu des contraintes organisationnelles et le modérateur est un parent d'adolescent. Au niveau des résultats, donc les différentes catégories qui sont ressorties, la première s'appelle première rencontre avec l'information sur les préservatifs. Les lycéens reçoivent surtout l'information le plus souvent au collège, avec les cours d'éducation à la sexualité. Ils reçoivent aussi de leurs parents l'information, quand le dialogue est possible, de leurs amis et trouvent aussi différents supports médiatiques. Attendez, je regarde juste. Ouais. Ensuite, l'autre catégorie, c'était l'impérative sécurité. Donc, les adolescents ont totalement conscience de la nécessité de l'utilisation des préservatifs masculins, les préservatifs féminins étant peu évoqués, pour se protéger des infections sexuellement transmissibles ou d'une grossesse non désirée. Le préservatif est souvent reconnu comme le premier moyen de contraception. Troisième catégorie, les contraintes, notamment financières, une utilisation qui n'est pas si simple pour eux et le regard des autres, notamment quand ils achètent les préservatifs, qui est une source d'appréhension pour s'en procurer au début.
Autre catégorie, stop ou encore. Il n'y a pas de temps obligatoire pour arrêter l'emploi du préservatif. Dépistage et autres moyens de contraception sont des éléments à prendre en compte pour envisager de ne plus les utiliser. Ensuite, il y a la catégorie le préservatif, oui mais. Les lycéens savaient l'importance de l'utilisation des préservatifs lors d'une nouvelle relation sexuelle. Cependant, des situations de prise de risque étaient mentionnées pendant les focus group. Dernière catégorie, quand solliciter le médecin. Il se trouve que le médecin généraliste n'était pas cité comme une source primaire d'information. Pour la plupart, ce n'était pas une nécessité. Les filles avaient plus de facilité à en parler dû à l'orientation des consultations qui pouvaient s'orienter vers la gynécologie. Beaucoup attendaient du professionnel de santé qu'il initie une discussion sur ce sujet. Et par contre, dans les contextes d'urgence, notamment la contraception d'urgence, le médecin était privilégié, avec une mise en avant de ses compétences et de son professionnalisme. Au niveau de la discussion, par rapport à la littérature, différentes sources d'informations sont représentées tout d'abord par le milieu scolaire, avec les cours d'éducation à la sexualité. Mais en France, les quotas sont loin d'être respectés, voire absents. Les cours de sciences de la vie et de la terre permettent aussi une approche lors des programmes de 4e et de 3e. Certains pays ont pris l'initiative d'en parler plus tôt dans le cursus scolaire, notamment dans les Pays-Bas. Les parents sont vus comme une source fiable pour les adolescents. Des études canadiennes montrent que la mère est le plus souvent sollicitée par les garçons et les filles. Les amis ont aussi leur place, expliquée par le changement de référentiel à l'adolescence. Et les médias occupent aussi une grande place, qui est de plus en plus importante. Et il y a aussi les campagnes de prévention qui influent, notamment SIDAction et le travail de l'INPES. Voilà. Ensuite, les préservatifs vus par les lycéens. Ça apparaît comme une norme contraceptive. La prévention des IST est nécessaire, à réitérer sur plusieurs années pour consolider les connaissances et s'adapter aux différents âges et expériences. Les préservatifs vus par les lycéens encore, différentes contraintes des préservatifs sont citées, dont je vous ai parlé, surtout le regard des autres quand ils l'achètent. Voilà. Et souvent, ils arrêtent le préservatif au bout de 3 mois, mais sans beaucoup de raisons, sans faire forcément les dépistages sanguins. Et donc, du coup, il faut faire une prévention par rapport à ça. La place du médecin généraliste, donc elle n'est pas en premier recours. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'eux, ils n'osent pas aborder le sujet, et donc ils n'y pensent pas non plus. Mais ils apprécient beaucoup quand le médecin généraliste aborde le sujet de son côté. En conclusion, les lycéens sont conscients de l'importance de l'utilisation des préservatifs, mais des méconnaissances peuvent être à l'origine de comportements à risque. Les parents ont un rôle important et peuvent être un relais pour orienter vers le médecin généraliste. L'interlocuteur privilégié n'est pas le médecin généraliste, mais c'est à nous, professionnels de santé, de nous montrer disponibles avec un accueil rassurant. Voilà, donc inviter les adolescents à en parler. Merci à tous. Merci Chloé. Donc, Louise de Villers va maintenant nous présenter son projet, l'EHPAD en réseau dans la ville. Alors, ça marche comment ? Hop. Bonjour à tous, donc je suis Louise de Villers, je viens de finir mon internat, j'ai validé mon DES en octobre 2015, j'ai réalisé mon internat à Lille et je vais vous parler de ce projet. Je voulais d'abord remercier l'équipe strasbourgeoise pour l'organisation de ce congrès qui commence plutôt très bien et sur les chapeaux de roue. Je voulais remercier l'ISNAR IMG de renouveler tous les ans et d'être attaché au prix Alexandre Varnet qui nous permet
toujours de plus se creuser dans la découverte de notre métier. Et puis je voulais remercier le jury d'avoir sélectionné notre projet. Je dis notre projet parce qu'en fait il s'agit d'une proposition pluridisciplinaire pour un EHPAD de demain. EHPAD pour établissement d'hébergement pour personnes âgées. Cette proposition correspond à un projet qu'on a défendu pour un concours organisé par la CNSA. La CNSA est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et on a présenté notre projet en 2015. La CNSA existe depuis 2005 et elle s'intéresse aux aides essentiellement en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie, parmi d'autres de ses missions. Et dans ce contexte, elle promet et elle encourage les initiatives via notamment ce concours d'idées. Il est proposé aux étudiants en architecture et donc j'ai travaillé avec les jeunes hommes que vous voyez sur les photos, Benoît Christophe et Étienne Emery, qui étaient à l'époque étudiants en architecture à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée. La collaboration a été facile et les échanges riches pour proposer ce concept novateur de maison de retraite que l'on souhaitait avant tout concret et réalisable malgré ses originalités. On est parti de 2 constats. Le premier constat, c'est la population est vieillissante. En 2060, une personne sur 6 aura plus de 75 ans. Ah, non, ça, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Hop. Et donc, le deuxième constat était que les personnes âgées sont plutôt réticentes à l'idée d'intégrer une institution et préfèrent largement rester à leur domicile. C'est quelque chose qu'on connaît dans notre pratique de la médecine générale et qu'on rencontre souvent. C'est une problématique fréquente. Nous avons donc voulu transformer notre réponse aux besoins en soins des personnes âgées et puis s'adapter à leurs souhaits du quotidien. Pour cela, symbolisé par les pictogrammes, le pictogramme rouge correspond en fait plutôt à la version EHPAD traditionnelle que l'on connaît pour les personnes les plus dépendantes. C'est un modèle qu'on a un petit peu agrémenté. Et puis le pictogramme bleu avec le petit signe recyclé qui présente l'extension de l'EHPAD à la ville dans les appartements des personnes âgées les plus autonomes. Alors, la maison de retraite peut être contactée par une personne âgée qui sent qu'elle perd en autonomie, mais qui souhaite rester à domicile. Le médecin généraliste, médecin traitant ou médecin généraliste en lien avec la maison de retraite fait une évaluation globale et exprime la possibilité du maintien à domicile. Si ce cap est passé, on propose un aménagement du domicile à la personne âgée. Nous avons axé les propositions d'aménagement sur des zones à risque dans la maison, comme la salle de bain, la cuisine et puis les éléments du mobilier qui pouvaient être aménagés. Dans l'idée d'une lutte contre l'isolement des personnes âgées, on proposait dans notre projet un système de cohabitation intergénérationnelle entre la personne âgée qui réaménageait son domicile et un étudiant. L'étudiant bénéficiait d'une chambre, d'un appartement à un loyer avantageux et puis le loyer donné à la personne âgée permettait de financer les travaux. On avait imaginé également un système de service entre la personne âgée et son locataire. Ce schéma-là symbolise en fait que les personnes âgées bénéficient d'aide pour organiser leurs activités du quotidien et puis également leur suivi médical. Le médecin généraliste définit avec le patient ses besoins et son parcours en santé. Et puis la maison de retraite, avec ses personnes référentes, organise les activités, les événements en rapport avec les centres d'intérêt de la personne âgée, sorties culturelles, etc. Tout ça ancré dans un réseau qui existe déjà dans le quartier. Le bâtiment accueillant notre EHPAD est implanté en plein cœur de la ville, dans son quartier. On voit ici sur cette photo, enfin sur ce plan, bref, c'est une image d'architecte, la façade donnant sur la rue avec le restaurant. Le restaurant peut accueillir les résidents, mais aussi les gens du quartier et les personnes âgées vivant encore à domicile. Là, c'est la vue d'ensemble de la construction. La partie blanche, la petite maison, c'est en fait un bâtiment qui existait déjà dans le quartier. Donc d'abord l'EHPAD,
semblable à ce qu'on connaît avec les services fermés, ouverts, pour les personnes plus ou moins dépendantes. On a tout de même apporté un intérêt tout particulier à l'apport de la lumière naturelle dans les chambres et également dans les locaux destinés au personnel. Juste en dessous de l'EHPAD, on voit la petite tache verte, c'est le parcours de mobilité qui est à disposition des résidents mais aussi des passants. Le cœur, qui est dans la petite Maison Blanche, a été appelé ainsi pour symboliser le maintien dans les loisirs et les activités de la personne âgée, mais également l'ouverture aux autres. Il est ouvert aux gens du quartier, avec une salle de sport, une médiathèque, une salle de danse, un amphithéâtre. C'est le lieu aussi où il y a l'accueil de jour des personnes qui sont satellisées dans leurs appartements à l'extérieur de l'EHPAD et on leur propose via un médiateur, comme un genre de conseiller d'orientation, les activités que propose la maison de retraite en intramuros et puis le panel d'activités du quartier. La maison médicale, avec une collaboration entre médecins généralistes et spécialistes pour le maintien de l'autonomie de la personne âgée, kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeutes, nutritionnistes, travaillent ensemble avec le médecin généraliste pour un parcours de soins le plus adapté possible. L'accès à toute la structure est organisé et facilité par un transport organisé par la maison de retraite. Le rôle du médecin généraliste est central. C'est le garant du bon déroulement du suivi. Soit le patient garde son médecin traitant habituel, soit il fait appel au médecin généraliste de la maison médicale de la structure. C'est le coordonnateur de toute la prise en charge. La bibliographie est rapide. Je vous ai mis le site de la CNSA. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, on a fait appel aussi à beaucoup de données sociologiques et architecturales sur les établissements de santé. Je vous remercie de votre attention. Soyez fiers de vos projets et je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci Louise. Je laisse la place à Louise Juillon-Formentin qui va nous développer le sujet de sa thèse, Anatomie du sexe féminin, évaluation du niveau de connaissance des femmes majeures, consultant en médecine générale en région Rhône-Alpes. Donc, bonjour à tous, je suis Louise Juillon-Formentin, j'ai fait mon internat de médecine générale à Lyon et je suis maintenant médecin généraliste fraîchement installée à la campagne et en Saône-et-Loire. Merci au jury d'avoir sélectionné mon travail. Je vais donc vous présenter mon travail de thèse. Déjà, je voulais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à ce sujet qui peut paraître un peu original. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez été en contact avec des situations de ce type, que ce soit en stage à l'hôpital, chez le Prat ou lors de vos remplacements. Par exemple, une femme qui était venue me dire « Docteur, ça met combien de temps pour être enceinte? Ça fait 10 jours que j'ai arrêté de prendre ma pilule et le test de grossesse est négatif. » Donc là, un cas pareil, ça montre que quelque chose, les principes de physiologie qu'on peut penser simples en tant que médecin, méritent parfois d'être réexpliqués. Une autre femme, ça me déchire au niveau du passage. Vous avez des brûlures quand vous urinez? Non, non, pas quand j'urine, mais c'est en bas, dans le passage. Vous avez mal au niveau du vagin? Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. Dans ce cas, c'est plutôt un problème de vocabulaire entre le médecin et sa patiente qui peut être source d'incompréhension. Un autre exemple, j'ai quelque chose dans le vagin, je pense que j'ai oublié un tampon, mais je n'arrive pas à l'enlever. Dans ce cas, à l'examen, il s'agissait en fait du col de l'utérus que la patiente avait griffé en essayant de le retirer. Donc ce dernier cas montre un manque de connaissance de sa propre anatomie. Au niveau de la méthode utilisée pour ce travail, c'était une méthode quantitative, transversale, avec des questionnaires sur support papier anonymes. Les questionnaires ont été distribués pendant 4 mois dans 6 cabinets de médecine générale de la région Rhône-Alpes. Et l'objectif principal du travail était de savoir quelle proportion de femmes avaient un niveau de connaissance insatisfaisant de son anatomie intime. Le taux de réponse a été très satisfaisant car 76% des questionnaires distribués ont été récupérés dans les urnes qui étaient déposées en salle d'attente. 262 questionnaires ont donc pu être analysés. Concernant l'objectif principal, 101 femmes ont obtenu un score de connaissance de l'anatomie de leur sexe insuffisant. Il s'agit donc de 39% de notre effectif. Voici les 2 schémas que les femmes devaient légender dans le questionnaire.
Les pourcentages que je vous ai indiqués sont le taux de bonne réponse qui a été donné pour chaque légende. Il est important de savoir que les schémas étaient laissés en texte libre, il n'y avait pas de liste de mots proposés. Et il est important aussi que je vous précise que, bien sûr, toutes les approximations, les synonymes ou les fautes d'orthographe ont été comptées comme justes. Il ne s'agissait pas de savoir si les femmes connaissaient les termes scientifiques. Un premier résultat est intéressant. On voit que c'est le schéma de la vue externe de la vulve qui a posé le plus de problèmes. Seuls 21% des femmes ont réussi à le légender entièrement sans erreur, alors que la coupe frontale schématique a été mieux réussie. Pour illustrer cela, par exemple, le vagin a été mieux reconnu sur la coupe frontale, qui est pourtant schématique et non à l'échelle, que sur la vue externe. Un autre... non, c'était plus comme ça, normalement. Par ailleurs, on voit que les organes internes, les ovaires, les trompes et l'utérus sont plutôt bien reconnus, alors que les organes externes ou accessibles, le clitoris, les lèvres, le vagin, ont posé plus de difficultés. Les patientes devaient aussi répondre à plusieurs QCM de connaissances. Deux résultats sont particulièrement intéressants. À la question de quelle partie du corps provient le sang pendant les règles, seuls 55% des femmes donnaient la bonne réponse. On voit que 28% se trompaient d'organes et 12% répondaient « je ne sais pas ». Ce résultat m'a beaucoup étonnée. Pour moi, c'était plutôt une question qui était là pour rassurer les femmes. Une autre question, quelle partie de votre corps pouvez-vous toucher vous-même? Il y a plutôt un problème de vocabulaire avec le mot « vulve ». Puisque dans cette question, 77% des femmes nommaient bien le vagin, 92% le clitoris, mais seulement 68% le vulve. Donc c'est plutôt un problème de vocabulaire. L'étude analysait les moyens d'information des femmes pour obtenir des connaissances sur leur corps ou sur la sexualité. La première fois, donc dans leur enfance ou adolescence, c'est l'école qui arrive en tête, qui est le premier moyen d'information avec 63%, devant leur propre mère 35%. À l'âge adulte, actuellement, c'est le professionnel de santé qui est en première position à 69%, devant Internet 44%. L'étude analysait plus précisément la place du médecin généraliste et on voit que pour les femmes, le médecin généraliste est vraiment un interlocuteur privilégié, puisque 96% d'entre elles pensaient que parler du fonctionnement du corps féminin faisait partie de son travail et de ses compétences, et 77% pensaient qu'ils devaient aussi être capables de parler avec elles de leur sexualité. Voici les principaux résultats de l'analyse statistique. Le niveau de connaissance des femmes était lié statistiquement à leur niveau d'études, c'est-à-dire que plus le niveau d'études était élevé, plus leur niveau de connaissance était élevé, ce qui est assez logique et rassurant. La situation familiale rentrait aussi en compte. Les femmes qui étaient en couple avaient de meilleurs résultats. Le fait d'avoir eu au moins une séance d'éducation sexuelle ou d'avoir parlé avec sa mère de la sexualité faisait aussi qu'elles avaient de meilleurs résultats. Le fait d'avoir utilisé un préservatif, le fait d'adhérer au dépistage par frottis était aussi relié à de meilleurs résultats au test. En revanche, il n'y avait pas de lien statistique. Les résultats étaient similaires entre les différentes tranches d'âge. Donc les femmes jeunes avaient les mêmes résultats que les femmes âgées ou très âgées. Et les différents centres de l'étude ne montraient pas de différence non plus. Donc nous avons vu que la vue externe de la vulve posait finalement le plus de difficultés. Les femmes semblaient manquer de références visuelles de l'aspect de leur propre sexe. Il existe actuellement une mode de la chirurgie esthétique du sexe féminin, en particulier la nymphoplastie, c'est-à-dire la réduction des petites lèvres. On peut penser, et dans l'étude, une femme sur 6 avait déjà trouvé dans sa vie son sexe anormal. On peut penser qu'une image parfois faussée du sexe féminin normal, entre guillemets, peut pousser à ce type de chirurgie. Au niveau de l'éducation sexuelle, en France, la loi depuis 2001 impose 3 séances par an de l'école au lycée. Ce n'est absolument pas respecté, comme on l'a vu dans la première présentation. En pratique, pour le médecin généraliste, donc pour nous, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Les femmes mettent le médecin généraliste, lui donnent un rôle important, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes, elles sont en demande de parler du fonctionnement de leur corps, de parler de sexualité avec lui. Donc je pense que c'est important qu'on l'ait en tête. Pour finir, donc près de 40% des femmes ont une connaissance imparfaite de leur anatomie sexuelle. Le niveau de connaissance est lié dans l'enfance à l'école et au dialogue avec leur mère, mais on a vu que l'éducation sexuelle en France, c'est au mieux 1 à 2 séances dans la scolarité. Et à l'âge adulte,
le médecin généraliste. Ce n'était pas forcément quelque chose auquel je m'attendais en faisant ce travail de thèse, mais les femmes donnent un grand rôle à leurs médecins, ce qui rend ce travail pertinent et qui montre que parler de sexualité en médecine générale n'est pas déplacé et semble même répondre à une attente. Donc comme on disait tout à l'heure, parlez-en à votre médecin. Nous, en tant que médecins, parlez-en à vos patients aussi. Je vous remercie. Merci Louise. Jean-Baptiste Kern, à votre tour de nous parler de votre thèse. Problème soulevé par le suivi des pathologies chroniques en milieu rural et solutions proposées, études européennes. Merci beaucoup. Messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs les internes, chers confrères, je suis Jean-Baptiste Kern, chef de clinique nouvellement nommé depuis novembre à Grenoble. Je vais vous présenter les résultats d'une étude européenne portant sur les difficultés posées par le suivi des pathologies chroniques en milieu rural et les solutions à y apporter. Le constat de départ de cette étude, c'est un nombre de plus en plus important de patients vivant avec des pathologies chroniques, parfois cumulées chez des personnes de plus en plus âgées, et également vivant dans des zones rurales et éloignées. L'objectif principal de cette étude était donc d'avoir une vision globale à l'échelle de l'Europe sur les difficultés rencontrées par les médecins généralistes exerçant en milieu rural dans les soins qu'ils délivrent aux patients atteints de pathologies chroniques, mais aussi de recueillir leurs avis et solutions, déjà expérimentés, les propositions à ce sujet. Il s'agissait d'une étude qualitative, descriptive, prospective, menée par questionnaire web, mais également des données qui ont été recueillies lors d'un atelier ayant eu lieu lors du congrès de la Wonka Rurale, l'Organisation mondiale des médecins généralistes, en avril dernier, à Dubrovnik. L'étude était pilotée par l'Association européenne des médecins ruraux et isolés, EURIPA, et était un travail collaboratif réunissant plusieurs équipes, avec une participation de la faculté de médecine et de pharmacie de Wrocław en Pologne pour l'analyse quantitative, et pour l'analyse qualitative, une participation du département de médecine générale de la faculté d'Izmir en Turquie. De façon à renforcer cette analyse, une triangulation des données a donc été effectuée. Débutons les résultats par quelques éléments de description de la population. 189 participants ont répondu au questionnaire provenant de 28 nationalités. L'âge moyen des participants était de 48,7 ans, tandis que leur ancienneté d'installation moyenne en milieu rural était de 18,4 ans. Concernant leur équipe, la plupart travaillaient avec des infirmières ou d'autres médecins généralistes, tandis que 17% exerçaient seuls. Un seul participant travaillait en milieu hospitalier. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées étaient le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles psychiatriques. L'analyse qualitative a permis de dégager 5 grandes thématiques autour des difficultés rencontrées. Thématiques que nous allons détailler à présent. Commençons tout d'abord par les patients et leurs proches. Le principal obstacle décrit était relatif à la non-compliance, difficulté pour appliquer les conseils donnés et la prise médicamenteuse. Venaient également des éléments relatifs à l'éducation, la connaissance sur les maladies ou sur la santé au sens global. Le cadre de vie était lui-même source de difficultés en termes de sédentarité et d'isolement. De façon à dépasser ces obstacles, les praticiens faisaient part d'expériences positives en ce qui concerne l'éducation thérapeutique d'une part, ou l'utilisation de moyens informatiques. En suggestion, l'éducation thérapeutique était décrite comme à envisager à long terme et l'emploi de nouvelles technologies pour des systèmes de rappel par mail ou par SMS était également décrit. Abordons maintenant la thématique du praticien et du parcours de soins. L'élément ressortant de façon plus importante était le manque de temps, trop de consultations, trop longues. Venaient ensuite des éléments de l'ordre du parcours de soins, avec une difficulté pour les participants décrite pour garder une vue d'ensemble sur l'ensemble de la prise en charge. Également, les participants mettaient en avant des difficultés pour la reconnaissance de leur travail et des compétences parfois limitées pour certaines prescriptions par les autorités sanitaires.
Les expériences positives décrites par les participants portaient sur la mise en place d'une conférence nationale annuelle en Espagne autour du thème des pathologies chroniques. Également, de nouvelles organisations de travail avec des rôles nouveaux tels que les infirmières praticiennes ou des structures telles que les maisons pluriprofessionnelles de santé étaient décrites. Les suggestions portaient sur une meilleure répartition du travail, mais également une articulation à repenser entre soins primaires et hôpital. En ce qui concerne les maladies elles-mêmes, un des principaux obstacles relevés était relatif à la notion de polypathologie, avec notamment s'il s'agissait d'une population âgée. L'impact social en termes de dépendance et de handicap était également important. Les expériences positives portaient sur l'optimisation du parcours de soins et un dépistage plus ciblé dans certaines pathologies. Les suggestions portaient, quant à elles, sur l'unification de l'approche et de discuter avec les patients de la mort et de parler de projets de fin de vie. Passons maintenant au système de santé et son organisation. En dehors d'éléments purement économiques, la notion de bureaucratie était décrite comme lourde par la plupart des participants. Des éléments plus particuliers aux accès aux programmes de rééducation étaient également décrits. Les expériences positives, quant à elles, portaient sur la mise en place de tables rondes autour de la santé et du travail, notamment dans les pays nordiques. En termes de suggestions, les participants suggéraient de favoriser le soutien humain et financier, notamment pour les soins à domicile et la fin de vie. Dernier thème soulevé dans les résultats, les aspects pratiques. La polymédication était un élément particulièrement important en termes d'effets indésirables et d'interaction qui étaient décrits. Également des éléments relatifs au dossier médical, la notion d'avoir la dernière ordonnance dans le dossier, et des éléments purement géographiques en termes d'accessibilité et de distance. Les expériences positives portaient sur des études telles que menées en Allemagne pour définir des critères de priorisation, et les suggestions, dans les aspects pratiques, étaient sur la nécessité d'une parfaite connaissance sur le milieu rural. Parmi les principales forces de notre étude, la participation de nombreux pays européens au travers de cette collaboration originale. Cependant, il faut noter la non-exhaustivité de ces pays, puisqu'un certain nombre de pays ont peu ou pas de réponse. Également, nous avons recueilli uniquement le point de vue des praticiens, et pas celui des patients, ni des institutions et des autres professionnels de santé. En conclusion, au travers de cette collaboration scientifique originale, nous avons pu réaliser ainsi un aperçu global des problèmes posés par le suivi des patients atteints de pathologies chroniques en milieu rural, avec 5 principaux thèmes qui ont émergé de cette étude. Ce travail permettra une prise de position par EURIPA, l'Association européenne des médecins ruraux et isolés, pour promouvoir des éléments tels que les rencontres nationales annuelles pour définir des objectifs communs de travail avec tous les intervenants. Cependant, les médecins doivent rester vigilants sur un certain nombre de limitations, notamment établies pour les prescriptions dans certains pays, et des éléments d'ordre médicamenteux pour limiter la polymédication et favoriser la compliance. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Baptiste. Et nous allons finir avec Marie-Alice Levernia, qui va à son tour nous présenter sa thèse « Création d'un outil de dépistage des troubles du langage chez l'enfant de 3 à 4 ans, étude quantitative de faisabilité auprès de médecins généralistes ». Bonjour, donc Marie-Alice Levernia de Clermont-Ferrand. Je suis actuellement médecin généraliste en milieu rural. Donc, je vais vous présenter ma thèse que j'ai passée en septembre sur la création d'un outil de dépistage des troubles du langage chez l'enfant de 3 à 4 ans. Alors, pour commencer, je voulais savoir qui a utilisé, là dans la salle, un outil de dépistage pour les troubles du langage chez l'enfant. Donc, très peu. Alors, je vais vous passer une vidéo, si elle marche, qui résume les différentes... Non, j'ai peut-être pas le son. J'ai pas le son. Bon. Donc, en fait, c'était le post-it. Souvent, les demandes de bilan orthophonique, c'est soit le post-it. Non, je voulais vous demander aussi si vous pouviez me prescrire un bilan orthophonique pour mon fils. Votre fils, un bilan orthophonique, mais il n'est pas avec vous? Non, je l'ai laissé à la maison. Ah, d'accord. C'est l'institutrice qui vous a dit de le prescrire?
Oui, parce qu'elle trouve qu'il a des troubles, des difficultés. Moi, je ne trouve pas spécialement, mais bon, il vaut mieux vérifier que tout va bien. Eh bien oui, mais je vais vous le marquer. Voilà. En fait, c'est vraiment l'institutrice souvent qui demande le bilan orthophonique. C'est la maman qui vient sans l'enfant. Hein. Alors, donc, les troubles du langage, c'est fréquent. C'est 4 à 5% des enfants en France selon l'INPS. Si on regarde une thèse qui a été faite en Ille-et-Vilaine en 2014, on s'aperçoit qu'au niveau de la vision et de l'audition, le dépistage est très bien réalisé chez les médecins généralistes, alors qu'au contraire, pour le langage, il est peu réalisé. Donc il est important de dépister tôt ces troubles du langage, puisqu'il peut y avoir des conséquences dramatiques après par la suite sur les troubles des apprentissages, les troubles de lecture, par exemple à l'âge de 7 ans. Donc il est important de faire de l'orthophonie très précocement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu réaliser un outil qui soit simple et rapide, adapté à la médecine générale, pour dépister ces troubles du langage. Alors cette étude, elle a été faite en 3 phases. Une première phase où j'ai été aidée par des orthophonistes qui m'ont aidée à créer l'outil. Ensuite, j'ai créé un comité d'experts formé de pédopsychiatres, d'orthophonistes et de pédiatres de toute la France. Et ensuite, j'ai réalisé une étude quantitative de faisabilité auprès de médecins généralistes de l'outil modifié. Alors, cette étude quantitative de faisabilité, elle a été réalisée à l'aide d'un questionnaire de 12 items. Il y a eu 35 médecins généralistes qui ont été contactés par téléphone et ont accepté et reçu le test. Elle a été réalisée sur 3 mois dans la région Auvergne et Limousin. Donc au total, c'est 15 médecins généralistes qui ont testé l'outil. Il y a eu 23 tests qui ont été analysés et on a un taux de réponse sur l'étude de 48%. Alors voilà ce test. En fait, il est composé de 2 feuilles recto-verso. Une première partie qui va plutôt évaluer qui sont des questions parentales pour évaluer les signes d'appel. Une deuxième partie qui sont des dessins à décrire pour évaluer plutôt le lexique de l'enfant. Alors ces dessins ne sont pas choisis au hasard. Certains dessins vont être beaucoup plus bien mieux décrits par les enfants. Et une dernière partie qui va évaluer la syntaxe, donc qui sont des questions en rapport avec une image à décrire que l'on va voir sur les diapos suivantes. Alors l'enfant, il va être classé en 3 catégories. Soit il est classé dans la zone verte, son langage est normal, soit une zone orange où là l'enfant est à surveiller. Donc il faut faire à la fois un bilan ORL et un bilan orthophonique. Et une dernière partie où l'enfant est classé dans la zone rouge, donc l'enfant serait suspect d'un retard de langage. Là, il faudrait faire donc aussi le bilan orthophonique et le bilan ORL. Donc là, c'est l'image que l'on a à décrire, avec 2 femmes qui font la cuisine. Alors ça, c'est la fiche qu'on remet à la fin de la consultation de guidance parentale. L'essentiel, je ne détaille pas, c'est vraiment ne pas faire répéter l'enfant, leur lire beaucoup d'histoires le soir et mettre des mots sur les actes de la vie quotidienne. Alors au niveau des résultats, le test met à peu près 11 minutes en moyenne. Le motif de consultation, les enfants venaient souvent pour une pathologie aiguë, donc ça montre bien que le test est facilement intégrable en consultation de médecine générale. Au terme de l'étude, il y a 36% des enfants qui ont été orientés vers l'orthophoniste. Il y en a 8 qui ont été orientés vers l'ORL et aucun réévalué à distance. Les 2 freins qui ressortaient de cette étude, donc c'est le problème d'attention de l'enfant. On avait du mal à attirer en très peu de temps l'attention de l'enfant et la problématique du temps. Donc tous les médecins souhaitaient continuer à utiliser le test et les parents étaient satisfaits, voire très satisfaits. Donc si on considère les tests positifs qui nécessitaient théoriquement un bilan orthophonique, il y en avait 42. Dans l'étude, finalement, il n'y en a eu que 36 quand même qui ont été adressés vers l'orthophoniste.
Si on regarde les tests positifs qui nécessitaient théoriquement un bilan ORL, il était de l'ordre de 53%. Et on s'aperçoit qu'il n'y en a que 8 seulement qui ont été adressés vers l'ORL. Donc il est important de faire, dès qu'on suspecte un trouble du langage, un bilan ORL, parce qu'à 3 ans, on peut avoir des otites séreuses, donc c'est important de les dépister. Donc en discussion, on peut dire que ce test, il a une bonne faisabilité, il est facilement intégrable en consultation de médecine générale. Les points importants, c'est surtout ne pas hésiter à réaliser un bilan ORL dès qu'on a un trouble, dès qu'on a un doute sur un trouble du langage, et il faut insister sur ces guidances parentales. Voilà, donc on a l'outil final qui a été modifié après avis des experts. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. Le tout, c'est qu'en fait, cette étude, il y a une deuxième thèse qui est en train d'être réalisée pour valider le test sur un échantillonnage beaucoup plus grand d'enfants, avec 200 enfants. Et donc, le but, c'est de le mettre sous forme d'application pour attirer beaucoup plus l'attention de l'enfant. Voilà, je vous remercie de votre attention et bon congrès. Merci Marie-Alice. Merci à tous les participants. À ce soir au gala pour la remise du prix. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon congrès.